Shalom à toutes et à tous, nous voici de retour avec le Rav Shlomo Aviner pour discuter sur l'éthique de l'amour, un bien difficile sujet, j'espère que vous prenez des notes. Le Rav Aviner qui a une grande expérience de par les nombreuses questions qu'il reçoit par fax, par email, par SMS. Combien de questions vous recevez? Et de vive voix. Et de vive voix, combien de questions vous recevez à peu près? Trop. C'est-à-dire des milliers, non quand même? Non. Des centaines par jour? Des centaines par jour. Mais enfin, revenons à notre sujet. Bonsoir, bonjour, bon matin, chers... à n'importe quelle heure vous preniez cette émission. Chers tous, alors, chers on répond encore à une question. Donc, ouais. On a reçu une question de Paris. Et ce jeune homme, Y, nous dit « Quelle est la place de l'homme dans un couple juif pratiquant ?» A priori, il a des difficultés à... Et vous avez compris la question? Non, j'ai pas trop compris, mais après, ce que j'ai compris, c'est que, a priori, dans le couple, la femme et l'homme ont du mal à trouver chacun leur position et se répartir les rôles. Le travail de la maison, etc. Est-ce qu'il y a une place, est-ce que l'homme doit avoir une place en particulier dans un couple? C'est une question trop trouble, trop vague pour y répondre. Quoi qu'il en soit, ce que nous pouvons dire, c'est que les deux membres du couple doivent respecter chacun autrui. Il ne faut pas que le mariage soit une exigence de chacun d'avaler le second, d'exiger que l'autre autrui soit notre serviteur, se conforme exactement à ce que nous désirons. Justement, quelqu'un m'a posé la question, ça fait quelques jours, et il m'a dit, voilà, ma femme, elle n'exécute pas mes ordres. Je lui ai dit, tout ce que vous lui demandez, elle le refuse? Ah non, une partie oui, une partie non. Et vous? Tout ce qu'elle vous demande, vous le faites? Eh non, une partie oui, une partie non. Eh bien, vous vous ressemblez. Ce qu'il faut faire, c'est des discussions journalières qui permettent de faire le point. À savoir, vous direz à votre femme, je vais à l'encontre de tes désirs, mais il y a un certain nombre de choses qui sont très importantes pour moi. Dans ce domaine, 1, 2, 3, je suis un chrisionnaire. Prière d'aller selon mes désirs. Et la dame également dira, moi aussi, je suis heureux de te réjouir. Mais il y a 3 points, 1, 2, 3, dans lesquels, moi aussi, je suis chrisionnaire. Donc vous préconisez un Massar ou Matan, une négociation? Oui, c'est une table d'aspiration mutuelle. Ça, ces 3 points sont très importants pour moi. Si vous le faites, mamie, je vous prendrai sur mes bras comme une reine. Et elle aussi me dira, voilà, 1, 2, 3, c'est très important pour moi. C'est ma vie. Si vous le faites, eh ben, vous serez mon roi. Et que faire si parfois ils ne s'entendent pas? Il y a des points communs. Des points communs. Il y a des points communs. Eh bien, on fait un compromis au milieu. On partage cette attente. On ne peut pas exiger d'autrui qui soit copie conforme et qui soit conforme à tous mes désirs. La place de l'homme et de la femme, elles ne sont pas obligées d'être identiques dans tous les couples. Parfois, il y a un couple où celui qui est responsable sur le porte-monnaie, c'est l'homme. Et parfois, c'est la femme. Parfois, l'homme travaille jour et nuit et la femme s'occupe des enfants. Parfois, c'est la femme qui travaille jour et nuit et l'homme qui s'occupe des enfants. On n'est pas obligé d'avoir un schéma
rigide. Il faut avoir un chemin Israël, Hachem Elokeinu. Ils doivent s'entendre entre eux. D'accord, vous dites ils doivent s'entendre. On doit s'asseoir à la table de négociation, mais il faut que les deux soient d'accord pour négocier. Il faut que les deux soient d'accord pour négocier. C'est pas toujours évident. C'est pas évident. Et c'est pourquoi il y a des prolégomènes, il y a des conditions préliminaires à tout mariage, à savoir que le mariage, c'est donner et recevoir. Recevoir et donner. C'est pas seulement donner, c'est pas seulement recevoir, c'est pas amor captativus, un amour captif de prendre autrui. Et c'est pas non plus un amour qui consiste uniquement à donner. Non, l'amour, on donne et on reçoit. Exactement. On est heureux de recevoir, on est également heureux de donner. Donc quelqu'un qui accepte de se marier doit rentrer dans ce schéma, ou sinon il doit pas se marier. Oui, sinon il ne doit pas se marier. Sinon le mariage sera soldé par un échec. Nous devons citer les analyses des grands psychologues américains qui sont effrayés par le grand nombre de divorces. Divorces dans les 5 premières années de mariage qui atteignent dans l'État de New York 75% et dans la côte occidentale 110%. 110%. On divorce plusieurs fois. Ça va vite. Plusieurs fois. Et ils disent que la raison, c'est le schéma faussé des relations prémaritales. Autrement dit, le jeune homme et la jeune fille, parfois c'est même l'enfant, en très jeune âge, ils ont des relations extramaritales, libres, qui sont des relations de plaisir total. Lorsque le plaisir cesse, ils se séparent. Donc tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est une relation de plaisir sans plus. Ou bien il y en a un dont le plaisir a cessé, alors il casse la relation. Mais le mariage, c'est pas seulement un plaisir. Le mariage, c'est également un devoir. Et c'est avant tout un devoir moral, c'est un devoir. Alors, ils avaient une relation de plaisir. Et maintenant, c'est une relation quasi-plaisir, quasi-moralité. Alors, ça s'écroule. Vous vous rappelez Les Misérables, les jeunes gens qui s'étaient rencontrés, les jeunes garçons et les jeunes filles. Et puis un jour, les jeunes garçons ont décidé de cesser cette aventure romantique avec les jeunes filles. Mais il y avait une jeune fille qui était enceinte. Fantine, vous vous rappelez? Alors, il y a longtemps. Oui, ça fait quelques centaines d'années qu'il a écrit ça. Alors, tout le monde a bien rigolé. Mais ce jeune homme, il n'avait pas d'esprit de responsabilité. Il l'a laissée enceinte. Et puis après, c'était une fille mère, etc., etc. Et puis, c'était un engrenage de malheur. Et puis après, elle est morte. Alors, c'est cette relation en dehors du mariage, avant le mariage, qui est d'ailleurs interdite par la Torah, bien évidemment, elle ne prépare pas au mariage. C'est une erreur. Elle prépare un ratage du mariage. Parce que le mariage, c'est un autre schéma. Le mariage, c'est devoir, c'est responsabilité envers autrui. C'est sérieux, le mariage. C'est quelque chose de sérieux. D'après ce que vous dites, on a l'impression c'est basé sur une compréhension mutuelle. C'est basé sur une compréhension mutuelle, c'est vrai. Mais la compréhension mutuelle, c'est pas évident. Il faut travailler pour comprendre autrui. Si vous voulez comprendre les mathématiques, il n'y a pas de truc.
il faut bosser dur. Or, votre moitié, c'est plus difficile que les mathématiques. Comprendre un être humain, quand on le comprend, on l'aime. Quand on ne le comprend pas, on est fâché, on l'attaque, on l'accuse. De même qu'on étudie les mathématiques, on doit étudier son prochain. Pour ce faire, la Torah nous a donné 1 an. En principe, ça doit être suffisant. 1 an, l'homme doit être libre à la maison. Ça ne veut pas dire qu'il va pas travailler, mais il ne doit pas partir dans de longs voyages, etc. Il doit être suffisamment dehors à la maison pour qu'il y ait dialogue, pour qu'il y ait compréhension, pour comprendre autrui. Faut l'écouter, faut parler, faut discuter. Alors, comprendre, c'est une grande œuvre. Oui, justement. C'est pas évident. C'est travailler pour... Parce que bien souvent, la raison pour laquelle les gens divorcent, ils disent « je ne l'aime plus ». C'est travailler pour que les sentiments ne cessent pas. Vous parlez du problème de l'écroulement de l'amour romantique. Évidemment. La crise de la cessation de l'amour romantique, c'est une des grandes crises dans le mariage. Mais reste à savoir pourquoi cet amour romantique, il est érasé. Pourquoi? Qu'est-ce qui cause? En général, ce sont des bêtises. Ce ne sont pas des causes profondes. C'est pas que tout à coup, l'homme fait partie des Curiaces et la femme des Horaces. Et alors, ils font partie de 2 peuples. Alors, il y a une tragédie racinienne. Ils ne peuvent plus s'aimer parce que... etc. Les gens se disputent à propos de bêtises. Encore une bêtise, encore une bêtise. Et ça s'accumule. Et la relation se salit. Et c'est pourquoi il faut avoir une discussion de couple journalière. Chaque jour, avant d'aller se coucher, ou à une autre heure, peu importe, 20 minutes, on analyse et on digère les difficultés journalières. On commence par un événement heureux. Voilà, je vous ai demandé cela, mon cher ami, et vous me l'avez accordé avec sourire. Et je vous remercie infiniment. Et je parle Oui, bien sûr. au pluriel, comme on parlait, ça fait 200 ans, 300 ans. Et maintenant, on va passer à des événements difficiles. Journalise. Voilà, vous vous êtes moqué de moi, vous m'avez insulté, vous m'avez blessé, vous m'avez regardé en ricanant, etc. J'ai été blessé. Ah! Alors, comment auriez-vous voulu que je vous parle? Eh bien, comme ça, comme ça, comme ça. Ce sont des discussions pénibles, mais il faut les faire. Et après, on finit par un bon événement. Petit à petit, on élague les difficultés. Donc toujours, je vous coupe parce qu'on a terminé le temps qui nous est imparti, qui est malheureusement très court, et toujours le dialogue. Peut-être on reverra ce problème de dialogue la semaine prochaine, Rav Aviner. Aucun problème. À la semaine prochaine. À Shalom. très bientôt sur Mahon Meir. Shalom à toutes et à tous.